C'est la fête au pueblo de Santo Domingo. Ce jour-là, les danses ont lieu sur la plaza comme chaque année pour célébrer officiellement le saint du village. Celui-ci va participer à des cérémonies qui remontent à bien avant la tradition catholique. Les deux cultures, chrétienne et indienne, en l'occurrence pueblo, font bon ménage. Les danses sont scandées par un ou plusieurs tambours. Le rythme rapide rappelle celui de la diastole et de la systole du cœur humain. Parfois, il monte de quelques tons lorsque le batteur retourne son tambour et utilise le fond pour entraîner la danse dans un mouvement particulier. Puis, il revient au rythme initial, selon un schéma que je n'ai jamais compris, toujours surprise par le moment de la rupture de rythme. C'est la seconde fois que j'assiste à une telle danse et je ne suis pas encore habitué. Je sais en tout cas que ce n'est pas un spectacle, mais un rituel. Le spectateur participe autant que les danseurs par sa présence et son attention respectueuse. Il fait une chaleur torride. J'ai pu, par chance, trouver un petit coin d'ombre sur la partie nord d'une maison en adobe. Beaucoup de monde se presse contre les murs des maisons qui entourent la plaza. La poussière et la lumière m'aveuglent. Je suis dans un état un peu second, étourdi par la canicule. Mon corps fait face au batteur. Le son qui jaillit de son tambour semble indépendant de toute l'effervescence ambiante. Mon attention se trouve entièrement captée par cet instrument qui me donne soudain l'impression de vivre et surtout de me faire vivre de manière différente. J'ai entendu dire que les chamans enfourchaient leur cheval tambour pour s'en aller vers d'autres réalités. Là, j'ai l'impression que c'est lui qui vient vers moi et fait brusquement résonner tout mon corps à l'unisson. Je sens l'espace à l'intérieur de ma poitrine faire écho, vibrer, se dilater au rythme serré du tambour. Je deviens moi-même le tambour. Je me sens recouverte de la peau de cerf tendue sur le bois. Je forme un tout avec le son. Résonance comme je n'en ai jamais connu. Plus rien n'existe autour de moi. Je ne vois plus la danse, ne sens plus la chaleur du soleil, ne sais même plus où je suis. Plus rien n'a d'importance que le tambour que je suis devenu. Le ton prend une autre dimension, celle de l'éternité. Puis le tambour s'arrête net et la danse prend fin. Mon corps, lui, continue à résonner intérieurement. Il me faut un bon moment pour reprendre contact avec la réalité autour de moi. Je redécouvre à quel point il fait chaud, heureuse de me trouver à l'abri de mon chapeau de paille. La poussière, soulevée par les danseurs, les ai-je même vus, sature toute la plaza et je respire son odeur sèche. Les batteurs s'éloignent et un autre groupe s'installe. Il est temps pour moi de partir. J'ai continué à vibrer pendant plusieurs heures encore, même après être rentré à Santa Fe. Je n'aurais jamais imaginé que l'on puisse résonner à ce point avec un son. Et moi qui chante plutôt faux, je m'étais senti tout à coup dans le juste. Mais il y avait quelque chose de plus. J'avais été touché au plus profond de moi, non seulement à l'intérieur de mon corps, mais jusqu'au fond de mes cellules, dans mon âme, comme si le gardien de mes souvenirs s'était réveillé au son de ce tambour et avait commencé à entr'ouvrir en moi une porte très ancienne. L'harmonie absolue de ces quelques minutes, qui m'avaient semblé des heures, me faisait m'interroger sur l'origine profonde de cette perfection. Ma conscience s'en était allée vers un autre monde et avait enfourché le cheval tambour. Elle semblait se rappeler avoir connu d'autres chevauchées sonores qui l'avaient déjà emmenée dans des mondes étranges. Devenir chaman. Dans les sociétés archaïques, devenir chaman n'est pas une mince affaire. La façon dont on accède à ce rôle varie beaucoup selon les cultures et les tribus.
Cela peut être facilité ou même parfois imposé par les conditions de la naissance, par exemple naître avec le cordon ombilical autour du cou ou d'une infirmité congénitale. Plus tard, au cours de la vie, ce rôle peut être révélé par une maladie grave dont l'individu se sort contre toute attente ou par un accident, être frappé par la foudre ou plus simplement être mordu par un serpent, ou encore par une vision, un rêve, un songe. En général, une crise majeure emmène l'individu concerné loin des siens, soit en lui faisant frôler la mort, soit en l'obligeant à s'isoler pour pouvoir intégrer ce qui lui arrive. La vocation peut également être déterminée par filiation ou par la vision clairvoyante d'un autre chaman. L'apprentissage prend en général de nombreuses années et les techniques corporelles que cela suppose sont souvent extrêmement dures. Certains chants de guérison peuvent s'étaler sur 2 à 3 jours de récitation et de rituels, font appel à une mémoire orale colossale. Bref, ce métier n'est pas du tout repos et s'y engager implique un sacrifice personnel quasi total. L'initiation parle toujours de mort et de renaissance, comme dans le passage suivant. L'initiation au vol magique se caractérise par la création d'un nouveau corps. Le chaman vit un morcellement de tout son organisme, ses yeux lui sont arrachés, sa chair raclée, ses os nettoyés, ses liquides corporels expulsés. Cette mort initiatique est suivie d'une renaissance où il reçoit un sang frais et une chair neuve. Ce nouveau corps va désormais lui permettre de rencontrer des esprits. Cela est exprimé dans le langage de ces cultures magiques, très ancrées dans la terre et attachées à tout présenter sous l'aspect physique. Lorsque cette tradition s'est développée à l'époque des cavernes, l'homme en était encore à un stade d'évolution où son esprit le mettait en contact direct avec les forces de la nature. La conscience, au sens moderne, n'existait pas du tout. Je voudrais donner quelques repères pour mieux faire comprendre l'articulation entre le chamanisme et notre état de conscience présent. Il est extrêmement difficile d'imaginer comment pensaient les hommes avant l'ère de l'écriture. Certains programmes de télévision ou certains films s'y risquent, tentent le jeu. Entendre les voix des dieux. Dans un livre remarquable, mais qui semble être passé complètement inaperçu en France, Julian Jaynes propose une théorie basée sur les récentes connaissances de la physiologie du cerveau. Il explique notamment comment nos ancêtres, d'environ 12 000 ans avant notre ère, jusqu'à vers l'an 1200 avant Jésus-Christ, utilisaient une aire du cerveau droit qui semble ne plus avoir de rôle actif dans le fonctionnement actuel du langage. James nous suggère que cette partie du cerveau servait à entendre les voix des dieux qui intimaient à l'individu ce qu'il devait faire. Les cultures du Moyen-Orient se développèrent dans le cadre de l'écoute d'un dieu ou d'un roi devenu dieu qui dirigeait le peuple. Toutes les théocraties de l'époque sont basées sur l'existence de ces voix. Le sujet humain n'ayant pas encore accès à une conscience individuelle, il vivait alors essentiellement dans le moment présent, sans être capable d'introduire dans son vécu une véritable notion de temps dépassant le périmètre présent. Vers 1200 avant Jésus-Christ, une mutation se produit. La notion de conscience de soi commence à émerger. L'individu intériorise peu à peu ses voix qui prennent progressivement le sens de voix de la conscience. À l'issue de cette transformation, le cerveau gauche traite toute la fonction du langage et des voix intérieures, libérant ainsi le cerveau droit qui peut maintenant être
utiliser à ce que Jens appelle les vestiges de l'esprit bicaméral, la poésie, la musique et les phénomènes d'inspiration, depuis les transes chamaniques ou médiumniques jusqu'aux révélations prophétiques. Dans ce modèle, la schizophrénie devient une activation involontaire et incontrôlable de cette partie du cerveau qui autrefois constituait donc la chambre de réception de la voix des dieux. Pour comprendre une autre culture, il faut pouvoir littéralement se mettre dans un autre esprit, se couler dans un autre fonctionnement de pensée. Cela est-il seulement possible? J'en doute. Mais il est bon de prendre du recul par rapport à notre manière normale de considérer le monde. Les plus évidentes données de base obéissent à une profonde relativité. La coexistence des différentes cultures en présence à l'heure actuelle sur la surface de la Terre, notamment de celles que l'on dit indigènes, nous aide sans doute à nous faire une petite idée de l'évolution humaine dans le temps. Les 7 niveaux de conscience. Un autre auteur américain, Ken Wilber, dans Up from Eden, offre lui aussi une théorie de l'évolution de la conscience. Selon lui, il y aurait 7 niveaux de conscience. L'homme moderne moyen en serait au 4e stade, qui reflète les stades de l'évolution de l'espèce en général. Le premier niveau va de l'apparition de l'homme, il y a 6 millions d'années, jusqu'à 200 000 ans avant Jésus-Christ. L'homme vit alors dans la bienheureuse ignorance d'un état qu'il ne différencie pas de la nature qui l'environne. C'est le stade archaïque ou uroborique. Puis vient le stade magique ou typhonique, en vigueur jusqu'à environ 10 000 ans avant Jésus-Christ. L'homme s'éveille peu à peu. Le corps commence à être perçu comme séparé du monde extérieur et le début de la pensée magique s'installe. Mais la vie s'écoule dans un présent infini, sans conscience du temps. Le monde du rêve n'est pas séparé du monde physique. De 10 000 à 2500 avant Jésus-Christ survient le stade mythique et communautaire. La notion de temps émerge. C'est un temps cyclique relié aux saisons qui correspond au début de l'agriculture. On honore la grande mère et la notion de divin est représentée par une énergie de type féminin. Cette époque correspondrait donc à 1000 ans près à la période de l'esprit bicaméral de Jens. On peut remettre en cause les dates approximativement attribuées à chaque stade, car il semblerait que certaines civilisations disparues, Atlantide ou lémurienne, avaient manifesté à un niveau global des stades d'évolution beaucoup plus avancés que ce que décrit Ken Wilber. Je n'entrerai pas dans la polémique, me contentant de remarquer que ces 7 niveaux de conscience correspondent à une grille généralement admise. Nous parvenons maintenant à des mondes plus familiers. Le stade de l'ego se divise lui-même en 3 époques. Le bas ego, de 2500 avant Jésus-Christ à 500 après Jésus-Christ, l'ego moyen, de 500 à 1500, enfin le haut ego de 1500 à nos jours. Dans cette phase, nous parvenons enfin à la notion de conscience capable de réfléchir sur sa propre existence. Les pensées logiques se développent. Le mythe du héros triomphe de celui de la grande mère. Mais au lieu de le transcender, il l'écrase et crée une culture masculine qui remplace la culture féminine. La raison et l'instinct sont vécus en opposition. Le sens du temps se transforme et devient
spatiale. La notion du passé et du futur modifie profondément le vécu émotionnel. En effet, si l'on a une conscience du futur, la peur que l'on imagine dans le futur devient alors, dans le présent, de l'anxiété. Le jugement que l'on émet sur un acte passé ou présent peut se transformer en sentiment de culpabilité. Si l'on ne vit que dans le présent, on n'est pas sensible à ces subtilités émotionnelles. C'est le revers de la médaille de la connaissance de soi. Le passage de la Bible, qui parle de l'arbre de la connaissance, évoque ce stade. Adam et Ève sont chassés du paradis terrestre. De cet état de vie dans le présent, ils ont conscience de leur nudité et veulent la cacher. C'est le début de la conscience de soi. Ils ne peuvent rester dans cet état de fusion avec leur environnement. Il est intéressant de constater que bien des chemins de pratique spirituelle cherchent à offrir des moyens pour revenir à une conscience plus ancrée dans le présent. Le stade suivant, l'évolution transpersonnelle dans laquelle nous commençons à entrer en tant que groupe humain, est l'étape qui mène vers les stades ultérieurs, ouvrant à une superconscience. Sur cette toile de fond de l'évolution humaine, Ken Wilber présente les idées suivantes. À chaque stade d'évolution moyenne émergent certains individus qui manifestent la conscience de stade plus avancé. Ainsi, au milieu du stade de l'ego moyen sont apparus des êtres, Krishna, Bouddha, le Christ, dont la conscience était déjà du niveau de la superconscience, c'est-à-dire 3 ou 4 niveaux au-delà de la masse de la population. Au premier ou deuxième stade d'évolution, les chamans étaient déjà des êtres capables de maîtriser le stade de la communauté, ils se sacrifiaient pour le groupe, et même parfois le stade de l'ego. Ils savaient utiliser leur faculté de voyager dans le monde du rêve pour l'adapter aux besoins de la communauté. En cela, ils étaient des êtres en avance sur leur temps. Les chamans dont on parle ici viennent tous de cultures indigènes, dont certaines sont encore au stade mythique. Leurs modes d'expression sont marqués par le contexte de ces cultures qui n'ont pas le vocabulaire pour exprimer le monde mental et émotionnel que nous avons développé depuis l'époque de la Grèce ancienne. Nous devons donc maintenant établir des équivalences ou traduire leurs pensées qui se réfèrent à un autre niveau d'évolution. Il est important de garder ces considérations en mémoire lorsque l'on parle de chamanisme à notre époque. Dépasser l'ego. Considérons que la majorité de l'humanité à l'heure actuelle se situe au stade de l'ego, nous terminons notre involution, c'est-à-dire que nous sommes à mi-chemin entre l'Éden du subconscient et sa bienheureuse ignorance, et le vrai paradis de la superconscience. Nous avons vécu, ces derniers millénaires, la chute de l'homme. Ayant mangé le fruit de l'arbre de la connaissance, nous avons appris l'amertume de la différenciation après avoir perdu l'innocence. Nous avons fait l'expérience de la culpabilité du fait de notre expérience de séparation d'avec la nature. L'idée du péché est en fait le sentiment de cette séparation. Le stade de l'ego, où celui où l'on risque de sentir au plus haut point son éloignement de l'esprit. D'un autre côté, c'est un stade indispensable à l'évolution de l'homme. Le tout est que nous ne perdions pas le fil qui nous relie à notre origine spirituelle. Comme le fait remarquer Rudolf Steiner, c'est précisément au cœur de ce stade égoïque qu'a choisi de s'incarner le Christ. Ce qui explique la disparité
entre certains peuples et les conflits ou asservissements des uns par les autres. Après le stade de l'involution, l'évolution est le mouvement ascendant qui fait retrouver un sens plus profond de l'unité en rejoignant l'esprit. C'est là où la science moderne, qui redécouvre ce principe d'unité et de liaison entre les différentes parties du tout, parle le même langage que les cultures plus primitives qui savaient depuis toujours que tout est relié, nous y compris. Il s'agit donc maintenant pour l'espèce humaine de retourner vers le grand tout en gardant avec elle sa conscience si chèrement acquise au cours de ces 6 derniers millions d'années. Il n'est pas question de repasser par où nous sommes venus, mais bien de retrouver le sens de l'unité en empruntant de nouveaux chemins que certains précurseurs nous ont montrés. Mais n'oublions pas d'intégrer d'abord le stade où nous nous trouvons. Comme le dit Ken Wilber, une transformation radicale pourrait se faire qui ébranlerait le monde si simplement chaque personne devenait un ego mûr, rationnel, responsable, capable de participer librement à un échange ouvert d'estime mutuelle. Ce sera déjà là un vrai nouvel âge. Vivre le chamanisme. En découvrant ces vues de Ken Wilber sur l'évolution humaine, je me suis intéressé à la manière dont nous pourrions réintégrer la mémoire qui subsiste dans de nombreuses cultures pour entrer en contact avec des réalités d'un autre ordre que celui de notre réalité physique, que l'émergence de notre mental logique et égotique et l'inexorable surgissement de la conscience ont eu tendance à faire disparaître. Sentant en moi l'éclair fugitif de mémoire de mon ancien cerveau, j'ai cherché à explorer les avenues menant à lui. Apprenant les anciennes méthodes, jusqu'aux positions corporelles facilitant certains types de transes, utilisant les instruments privilégiés de ces approches tels le tambour et la crécelle, respirant les effluves utilisés par les chamans et certains arômes naturels qui ont un effet sur le cerveau, je n'ai eu que le choix de l'expérience personnelle. Ayant acquis des notions de référence, j'ai pu alors chercher d'autres techniques plus acceptables ou utilisables dans un contexte moderne. J'ai aussi réalisé l'importance d'avoir un ego solide pour partir à la découverte de ces autres réalités que certains recherchent pour se perdre et non pour se trouver. Lorsque les pratiquants des religions orientales parlent de leur désir de faire disparaître leur ego, je m'empresse de m'assurer qu'ils ont d'abord pleinement investi ce stade et vivent l'aspect positif de leur ego, ce qui n'est pas toujours le cas. Il ne faut pas sauter les étapes et vouloir jeter à la rivière une nasse que l'on n'a pas encore fini de tresser. L'important est certes de savoir que l'on est prêt à le donner ou le garder selon les circonstances et que l'on ne s'identifie pas à son contenu. Cultivons donc notre conscience égoïque avant de vouloir la dépasser. C'est aussi ce que conseillent fortement Diana Hallstatt et Joel Kramer dans leur livre The Guru Papers. Leur thèse est que toutes les religions de type monothéiste révélées ou de type bouddhiste prônent le rejet de l'ego pour le second, le sacrifice de soi pour le premier, au détriment de sa conscience propre. Du coup, le pouvoir reste au sein des hiérarchies, qui peuvent ainsi mieux contrôler les masses. Le phénomène des sectes en est un exemple. Il s'agit de se méfier de quiconque ou de quelque système que ce soit qui propose de ne pas se servir de ses propres outils de conscience, mais impose de donner son pouvoir à une autorité extérieure. L'initiation chamanique est essentiellement une expérience intérieure. Il est important pour un thérapeute de savoir reconnaître les stades et les processus en cours
surtout lors de certains malaises existentiels, au lieu de coller trop vite des étiquettes du registre de la pathologie. Ce qui ne veut pas dire que toute crise personnelle se réfère forcément à ce processus d'initiation. Bien souvent, il ne s'agit que de passage ou de transition d'un âge de la vie à l'autre, pour lesquels notre société n'a plus de rituels ni de célébrations spécifiques. Il faut retrouver ces derniers de façon à être efficace. Le chaman moderne doit prendre les habits de notre monde, se séculariser et redevenir partie intégrante de la société. Le premier lâcher-prise. En arrivant aux États-Unis, j'avais l'intention d'offrir mes séminaires de créativité dans les entreprises comme je l'avais fait en France et aux Antilles. En 1983 et 1984, ma participation au Creative Problem Solving Institute de Buffalo, New York, m'avait confirmé l'intérêt du monde des affaires pour cette approche. Mais, en m'installant à Santa Fe, je n'avais pas choisi une grande métropole économique. J'avais été appelé par ce lieu que je trouvais magique. Avec 50 000 habitants et une activité économique essentiellement centrée sur l'art, l'artisanat et le tourisme, je n'avais pas beaucoup de prise sur le monde des grosses entreprises susceptibles de former des cadres ou des chercheurs et de m'offrir un éventuel gagne-pain. Je commençais aussi à réaliser qu'autant je me sentais à l'aise sur le terrain de la communication mentale, quelque forme qu'elle prenne, autant je me trouvais désemparé face à des manifestations émotionnelles qui surgissaient spontanément dans certains séminaires. En d'autres termes, je me découvrais très débutante encore sur le terrain de la thérapie, peu capable à trouver sur le champ quoi dire ou faire face à des pleurs, à des manifestations d'abattement ou de dépression. En réalité, je ne savais pas vraiment comment me comporter vis-à-vis de mes propres états émotionnels que, finalement, je réprimais bien vite, de peur qu'ils ne me submergent. Si je ne savais pas gérer ce domaine en moi-même, comment pourrais-je le faire avec les autres? Un minimum d'honnêteté et de véracité me faisait réaliser mes terribles limites. À la fin de l'été 1985, j'assistais à la présentation du programme d'un collège de Santa Fe qui formait à la psychothérapie et compris qu'il pouvait m'apporter les éléments qui manquaient à ma formation. Il fallait justifier d'au moins 3 ans d'études supérieures pour entrer dans cet institut. Mes 3 années à Sciences Po convenaient. Je décidai donc de m'inscrire au Southwestern College, c'est-à-dire de m'embarquer pour 2 pleines années dans une aventure dont j'étais loin d'imaginer jusqu'où elle allait me mener. École des mystères à l'université. Je compris rapidement que le travail requis n'était pas seulement intellectuel. Bien sûr, il fallait lire certains ouvrages et présenter des notes de lecture ou écrire des rapports sur des projets que nous faisions ou, plus tard, des notes de synthèse sur notre pratique thérapeutique. Mais l'essentiel était l'aspect dit expérientiel. L'enseignement passait en revue toutes les approches essentielles de la psychologie moderne, notamment à partir du concept clé de transformation. L'idée était d'impliquer le patient à un niveau supérieur de conscience qui lui faisait voir sa condition depuis une toute autre perspective, lui permettant une transformation intérieure définitive. Robert Waterman, le directeur de l'école, qu'il a fondée en 1984, est un homme que l'on peut dire inspiré. Alliant parfaitement les enseignements universitaires classiques, il est titulaire d'un PhD, l'équivalent de notre doctorat en sciences de l'éducation, avec des approches plus ésotériques ou spirituelles. La vision de Robert Waterman est socratique, dans le sens qu'il veut faire prendre conscience à l'individu de son potentiel absolument unique.
Il comprend l'action d'éduquer au sens étymologique d'éducarer, ce qui veut dire faire sortir d'eux. Et comme Socrate dans la maïeutique cherchait à accoucher l'individu de ses connaissances et de son raisonnement, il s'attache à faire fleurir en chacun ses dons uniques. En fait, le programme qu'il a fondé s'inspire des écoles des mystères antiques, dont celle de Pythagore est un bon exemple. Son génie a été de donner à cet enseignement des formes acceptables par les autorités universitaires américaines. L'enseignement public américain ne contrôle qu'une très petite partie de l'enseignement supérieur. Les collèges et universités sont gérés par un système de pairs qui accrédite les nouvelles écoles. Le processus est extrêmement long et comporte un grand nombre d'éléments à produire concernant aussi bien le programme, qui doit répondre à certains critères, que l'aspect financier et humain de l'organisation. Ayant siégé plus tard au conseil d'administration du collège, j'ai pu observer de près le processus. Les cours ont lieu dans une simple maison, dont les grandes chambres ont été converties en salle de cours et le garage en salle de réunion. Le nombre des étudiants, âge moyen entre 30 et 55 ans, varie de 8 à 20 pour chaque cours trimestriel, nombre idéal pour un suivi personnel et un travail en profondeur, surtout lorsque plus de la moitié du travail se présente sous forme d'expériences vécues. Les travaux pratiques et le travail de chacun sur ses problèmes personnels donnent lieu à des exercices interindividuels en petits groupes, à des psychodrames, à un apprentissage de l'expression par le mouvement, par le dessin, la peinture, le modelage, la mise en scène de personnages archétypaux. Certains projets courent sur tout le trimestre et sont présentés devant la classe en fin de cours, avec parfois un petit public extérieur au collège. La présence d'une audience a un effet important sur la personne qui présente son travail personnel. Bref, cet enseignement accorde une grande place au travail sur soi et se situe donc à l'opposé d'une tradition universitaire d'enseignement de la psychologie où l'on pense pouvoir tout étudier dans les livres à partir de cas sans faire une once de thérapie personnelle. Je parle de la psychologie non analytique. Il semble que les choses changent et que de nouvelles écoles se créent pour pallier ce manque. Il était temps. Rentrer dans l'ombre intérieure. Lors de ma seconde année, je commençais à fortement ressentir dans ma vie les effets de ces études où je passais 17 heures par semaine dans des cours favorisant l'expression personnelle. Les résistances que j'avais mis 35 ans à édifier se mirent à se lézarder et les pelures d'oignons à tomber. Je finis par me trouver dans un espace intérieur nouveau, à vrai dire peu confortable, très vulnérable, un peu comme si un crabe ou une langouste abandonnait sa carapace sans avoir eu le temps de refaire la suivante. J'avais sans cesse l'impression d'avoir oublié des valises très lourdes quelque part et cela me manquait. Les idées que j'avais sur moi-même, l'illusion de la solidité du personnage que je m'étais construit se dissipaient. Ayant vécu pendant 10 ans dans une petite île très privilégiée et protégée, sans téléphone ni télévision, je reprenais contact avec le monde. Ce faisant, je rétablissais des liens avec la souffrance humaine alentour, et cela me faisait parfois penser à Siddhartha, son nom du palais paternel, mais je renouais surtout avec ma propre souffrance intérieure que je m'étais interdit de vivre. Certes, la mort de mon premier bébé aux Antilles m'avait donné un aperçu de cette peine, mais je l'avais vite refoulée en tâchant de soulager la peine par un autre bébé. Je compris par la suite que la peine était toujours là, qu'elle avait des racines bien au-delà de la mort de ce petit être que je n'avais jamais pu prendre dans mes bras. Me sentant très entouré par les autres élèves du collège,
ancienne infirmière, assistante sociale, homme d'affaires dont l'un se relevait à peine d'une crise cardiaque qui lui avait fait transformer sa vie, et encouragé par mes professeurs à plonger au plus profond de mes processus personnels, je décidai de continuer à peler l'oignon. Des flots de larmes m'envahissent comme une marée qu'aucune digue ne peut contenir. Leur ampleur remonte à une origine bien au-delà de moi. Leur force dépasse mon désir de retourner à la source de ce que je suis. Je me laisse emporter par le flot sans trop résister, m'efforçant seulement de surnager. J'ai l'impression que la souffrance du monde se coagule pour m'ensuquer. Je suffoque, je halète, je perds mon souffle. Je me vois seul, totalement seul sur ce continent, sans mes enfants, sans un homme familier, sans mes amis de toujours, sans tous les petits riens culturels qui font que l'on se sait chez soi. Je suis ailleurs, dans une culture américaine, qui me fait l'effet parfois d'être aussi éloignée et différente que peut l'être pour nous celle des aborigènes ou des esquimaux, et je me mets à la repousser de toutes mes forces. Qu'est-ce que je fais ici, au milieu de cette folie collective, de cette colère qui tourne en violence, de ces jeux télévisés stupides, de ces hommes qui ne savent même pas faire la cour? Je traverse un monde peuplé de morts vivants, de zombies, de fais semblant d'eux, de sois gentil et tais-toi, d'obèses hystériques, de conformistes, de béné-oui-oui qui ont perdu tout sens de l'humour. Que fais-je ici au purgatoire? Pourquoi ma peine est-elle encore si vive? Peine de la mort de mon premier enfant, peine de l'enfant surdoué et incomprise que j'étais, de la petite fille que l'on voulait en garçon, peine de l'aîné volé par le petit mal qui suivit, peine de toutes les femmes qui ont subi la loi patriarcale depuis des millénaires, peine des hommes qui ont fait la guerre et vécu tant de tortures physiques. Je vois aussi une ombre moins facile à accepter, la part de celle qui fut le bourreau, de celle qui peut serrer le cou d'un chat voire d'un nouveau-né et le laisser sans vie, de celle qui veut manipuler, dominer, séduire, prétendre, harceler. Je dois la regarder en face aussi, la regarder sans effroi et l'accepter. Le démembrement. Je vis à ma manière la chute de l'homme qui s'est éloigné depuis des centaines de milliers d'années de la satisfaction de l'unité indifférenciée. C'est l'éviction du paradis terrestre. Je revis en quelques semaines cette incarnation dans la matière et je sens une densité de plus en plus forte, presque une douleur handicapante. Je suis maintenant au plus profond de la pesanteur, prête au démembrement, comme celui qui voulait devenir chaman. Je sens chacun de mes os, de mes organes, se manifester. Mon dos me fait mal en permanence, mais surtout, je sens mon corps émotionnel se désagréger. Un lac de larmes se met à déborder, qui semble n'avoir pas de fond. Non seulement je laisse couler ma propre souffrance, mais je vois autour de moi celle des autres, celle du monde entier. J'entends la peine qui s'exprime et que je voulais auparavant bien vite taire par des consolations rapides, replâtrage sur un enduit qui se craquelle. Je vois aussi maintenant la souffrance qui ne peut même pas se dire jaillir hors du confort où chacun la tient prisonnière. Je la lis dans le front plissé de mon voisin, dans la colère du père de famille contre son enfant qui vient de commettre une grosse bêtise, dans la haine de celui qui va saccager un magasin comme ça, sans raison. Que de souffrances autour de nous qui se cachent ou se travestissent sous d'autres formes, sous d'autres émotions,
Que puis-je y faire? L'océan est immense et la tâche incommensurable. S'en rendre compte rend la peine encore plus profonde. Je frôle le désespoir au bord du précipice. La vie a-t-elle le moindre sens? Mes illusions commencent à se dégonfler. Quelle est ma référence? Où puis-je poser mes pieds? Je pleure sans raison pour vider l'abcès. Je pleure sur moi, sur le monde. Peu à peu, ma perspective se transforme. Quel cadeau extraordinaire de m'ouvrir à cette réalité. Pour la première fois, je comprends ce qu'est la compassion. Je vis, supporte, ressens avec. Le nouvel espace s'agrandit et je n'en vois plus les limites. Je suis avec chacun, avec tout. Je ne sens plus de différence ni de séparation avec ceux qui m'entourent. Le guérisseur blessé. Je me souviens du terme utilisé par John Halifax lorsqu'elle parle du rôle du chaman. Elle l'appelle le guérisseur blessé. Elle explique que c'est parce que le chaman a su se guérir lui-même ou a surmonté une épreuve considérable qu'il a acquis le vrai pouvoir pour apporter de l'aide à ses congénères. Il est entré dans sa blessure, dans le fin fond de sa maladie. Il a affronté parfois la mort et il en est ressorti vainqueur. Dans les autres mondes, il a reçu l'aide de divers alliés qui l'ont guidé ou conseillé. Il est revenu vivant, avec des connaissances nouvelles et un savoir connu de lui seul. Oui, je veux vaincre, je veux sortir vivante du gouffre de ma blessure. Plus tard, lorsque je commencerai à enseigner, je fabriquerai une chemise de cérémonie avec une peau de daim tuée par balle. On verra très bien le trou fait par le projectile. Souvent les Indiens couvrent ce trou par un autre morceau de cuir. Je déciderai de laisser ce trou ouvert sur le haut de mon épaule. Il représentera pour moi le trou de la blessure qui m'a permis d'entrer à l'intérieur d'un nouveau monde où j'ai appris mon art. Je ne veux pas oublier ce voyage intérieur dans la peine. Lorsque je mettrai mon doigt sur ce trou, je ressentirai immédiatement une compassion sans réserve pour l'être qui me parle. Moi aussi, je suis allé dans ce monde de peine, et même si j'ai trouvé maintenant les moyens de le vivre différemment, je peux retrouver la personne dans l'endroit où elle est bloquée ou paralysée. Je peux toujours voyager pour aller la retrouver dans ce monde qui semble alors si réel. Je continue au jour le jour, je vais à mes cours, je m'acquitte des projets demandés, je rédige les devoirs et notes de lecture, je me réunis avec mes collègues étudiants qui se trouvent eux-mêmes souvent dans des états similaires. Au moins, je ne suis pas seul dans ma suffocation. Je fais beaucoup de dessins au pastel sur de très grands formats, habitudes prises pendant les cours eux-mêmes. Je dessine ou peins comme je tiendrais mon journal, sans me préoccuper du résultat que personne n'est censé voir. Je le fais pour moi, pour me comprendre, pour autoriser un autre niveau de vécu que les mots ne peuvent exprimer. Au cours d'une session marathon avec Sean McNiff, où nous devons dessiner et peindre très vite et sans s'arrêter pendant plusieurs heures de suite, je vois se profiler sur le papier une succession de cercles reliés par un voile. Cela forme comme un tunnel qui s'incurve et finit loin à l'horizon. Je me sens attiré par ce lieu. Je trace aussi les contours d'une immense pieuvre aux multiples tentacules. Je me souviens avoir vu sur les poteries étrusques ou minoennes ces immenses poulpes dont les tentacules encerclaient le vase. Ces images m'avaient frappé, les voici à nouveau. Je me sens attiré par ce mode de pensée archaïque qui personnifie les forces vitales sous forme de végétal ou d'animal. Le grand poulpe cosmique, ainsi, prend forme dans mes dessins. Tout est relié à sa tête et il touche chaque être humain de l'un de ses tentacules.
Cela m'aide à entrer en contact avec ce concept crucial de la pensée amérindienne. Nous sommes tous reliés. Le poulpe me servira de guide, de relais pour habiter cette idée. La charnière vers l'autre monde. De là, je commençai un étrange voyage intérieur qui dura environ 3 mois. Je me trouvais à la fois dans la réalité quotidienne, accomplissant mon travail de tous les jours, et dans cette autre réalité de conscience modifiée. Je savais qu'il s'agissait d'une initiation et je n'avais pas le choix de m'y refuser. La seule issue était de m'y soumettre. La vision de ce tunnel fait de 7 cercles concentriques continuait à me poursuivre. Cela m'intriguait profondément. Je repensais souvent avec amusement et une sorte de satisfaction enfantine à mon poulpe cosmique. Je me sentais redevenir très primaire, proche des forces de la nature. Je n'essayais pas de penser ni surtout de rationaliser. Je voulais laisser mon instinct me guider. Laisser venir à moi les images, je les appelais, les invitais, et lorsqu'elles venaient, je les honorais en leur donnant forme sur le papier. Le non manifesté demande parfois à être manifesté, pour nous servir de miroir ou nous laisser le temps de percevoir ce qu'il recèle. J'avais dessiné une coupe très belle, surmontée d'un couvercle en forme de couronne. Ce couvercle s'ouvrait grâce à une charnière inscrite dans un losange dont les 2 pointes se dirigeaient vers le haut et vers le bas. L'axe de la charnière passait entre les 2 petites pointes du losange. Je sentais qu'un secret se cachait là. La clé était dans la charnière du couvercle. C'était le passage entre le monde du bas et le monde du haut. Les chamans font souvent cette distinction et ils voyagent dans ces 2 mondes différents. L'homme se situe à ce point de charnière qui est donc l'articulation entre les 2 mondes. Je m'étais enfoncé profondément dans l'ombre, le noir, la densité épaisse du bas du losange, et je voulais maintenant découvrir son reflet supérieur. C'est ce monde que je voulais explorer, et je savais que l'entrée se situait dans la charnière que je voyais de côté. Je la dessinais en gros plan, de plus en plus gros, comme un zoom. Soudain, j'ai eu l'idée de tourner la vue de 90 degrés et de la voir de profil. J'eus alors devant moi un dessin très frappant. C'était un grand cercle noir. Je fis des cercles concentriques dans ce rond. Une profondeur se créa. Cela devenait un tunnel. À nouveau, j'étais à l'entrée d'un tunnel. Décidément, cette vision ne me quittait pas. Je savais aussi, implicitement, qu'il fallait, tôt ou tard, que j'entre dans ce tunnel. Ce que j'en voyais alors n'était pas très attrayant. Il n'y avait que du noir, que de l'ombre. Je ne peux plus renâcler maintenant. Si je veux savoir, comprendre, si je veux sortir de ce monde gluant, de peine, et si noir et triste, il faut que je me lance. C'est la 3e fois que je me vois d'offrir d'entrer dans ce tunnel. Il me faut maintenant l'explorer. Dans la tradition chamanique, 3 est un chiffre auquel il faut prêter attention. On ne peut ignorer 3 appels, 3 rêves, 3 manifestations d'un animal guide. Je me tiens à l'entrée, indécise, car je n'ai aucun moyen de discerner ce qui peut se trouver à l'intérieur. Comment savoir si je saurais m'y diriger, s'il y a surtout un moyen d'en sortir ensuite? Ne vais-je pas y rester coincé, enfermé à jamais dans le noir d'un labyrinthe sans fin? Alors que j'hésite à me lancer dans ce qui pourrait être un cul-de-sac ou des oubliettes, ou encore une entrée vers un monde totalement nouveau pour lequel je ne me sens pas prête, ou 1000 choses encore que je ne peux même pas imaginer, je vois une forme se dessiner près de l'entrée. C'est une femme.
Elle me tend l'extrémité d'une pelote et me dit « Prends ce fil et ne le lâche sous aucun prétexte. Moi, je vais rester à la porte pour que tu puisses ressortir si tu le souhaites. Par où tu es entré. Tu ne pourras donc jamais te perdre. Aussi, à travers le fil, tu sentiras mon énergie et mon aide aller jusqu'à toi. Je serai ainsi avec toi dans le tunnel. Va, tu seras aidé, protégé, relié au monde. Le fil te gardera en contact avec tout ce que tu connais. C'est en fait, c'est le dernier signe que j'attendais. Oui, j'avais besoin de cette aide. Et le sentiment d'avoir ce fil avec moi transforme mes peurs. Je pense bien sûr à Ariane qui avait aidé Thésée à vaincre le Minotaure. Est-elle ici pour moi aussi? Je me saisis du fil et fais le premier pas dans le tunnel. L'entrée est éclairée de l'extérieur par une douce lumière qui pourrait être celle de la lune. L'intérieur est toujours noir d'encre. Je marche maintenant dans le tunnel. Mes yeux s'habituent lentement à l'obscurité. Les parois sont inégales et semblent faites d'argile durcie. Une certaine humidité règne. Je m'avance lentement, constatant que je peux percevoir un halo au fond du tunnel qui s'incurve légèrement vers la gauche. Je ne peux m'empêcher de penser à cette scène extraordinaire dans Indiana Jones et la dernière croisade. Indiana Jones, notre nouveau Tintin, doit traverser un gouffre au-dessus duquel aucun passage ne semble s'offrir. Il se souvient alors d'une gravure montrant un homme s'avançant sur un petit pont de cristal au-dessus d'un gouffre. Indiana sait qu'il peut passer aussi sur ce pont, à condition d'y croire. Et alors qu'il ne voit encore rien, il lance son pied dans le vide et sent alors qu'un pont vient miraculeusement de jaillir sous son pied. Il pose le pied et marche alors au-dessus du vide. Je m'exhorte. Allez Maud, du courage. Entre Indiana Jones et Ariane, tu devrais te sentir à l'aise. Je continue dans le noir qui s'éclaire lentement. Je marche, attiré comme un aimant vers cette vague lueur dont je ne vois pas la source. Les murs du tunnel captent parfois un reflet de lumière dans l'irrégularité de leurs grains. Cela me rassure. J'aime l'aspect organique de ce tunnel qui m'évoque une galerie de mineurs. Je marche pendant ce qui me semble être des jours et des jours. Le temps n'a plus de prise sur moi, plus d'existence, je suis dans une autre dimension temporelle. La lueur s'éclaircit. Je commence à me sentir environné par un halo rouge-orangé, reflet de l'argile cuivrée. Je tiens toujours le fil. Je l'avais presque oublié. Je sens une tension légère dans ma main qui me rappelle la présence de ma protectrice dans ce tunnel. Mais ne suis-je pas mon propre guide? La lueur se fait maintenant plus vive et je peux parler de lumière. Je vois comme en plein jour et les parois du tunnel sont parfaitement éclairées, comme de l'intérieur. Il n'y a pas de source proprement dite, la lumière baigne le tunnel. Cela semble plus rassurant, mais le besoin de continuer de l'avant se fait toujours sentir. Je commence à percevoir une certaine chaleur, d'une qualité très spéciale, une sorte de chaleur froide. Je n'ai pas d'autre mot pour la décrire. Je ressens physiquement ce paradoxe. Le tunnel me fait passer à travers un paradoxe de sensations. Chaleur froide, lumière sans source apparente. Maintenant, ma marche est rendue difficile par la lumière devant moi. J'ai l'impression que je risque d'être aveuglé si je continue. Je m'arrête
Moi qui renâclais à entrer dans l'obscurité du tunnel, je suis arrêté à présent par ma peur de la lumière. Quelle ironie! Mais je sens clairement que je ne suis pas prête à absorber pareille quantité de lumière. Je vais être non pas grillé, puisque la chaleur est froide, mais zappé, un peu comme dans un four à micro-ondes. J'ai l'impression que ma peur est en train de créer, à l'intérieur de moi, une masse qui va attirer davantage de lumière encore et provoquer une explosion qui me sera fatale. La peur contracte et fige une bonne partie de mon énergie. Je n'ai pas toutes les ressources pour affronter la lumière totale, que je perçois presque comme une ennemie. Cette peur, je ne peux même plus la cacher comme j'avais su le faire auparavant dans ma vie quotidienne, quand je savais même trouver des moyens de jouer avec elle, en me lançant dans des actions dites dangereuses ou risquées. Traverser l'Atlantique sur un petit voilier de 10 mètres avait été un bon moyen de l'approcher. Je ne l'avais pas réalisé alors. Maintenant, je suis au bord d'un océan de lumière dont j'ignore les limites. Vais-je traverser? Devant moi est une lumière totale, aussi incrustable qu'elle était l'obscurité dense du début du tunnel. Impossible d'y distinguer une forme, une ombre. Je reste là longtemps, dans le hors-temps, coincé, ne sachant pas comment transformer cette boule de résistance à l'intérieur de moi. À travers le fil qu'Ariane m'a donné, je me dis que je peux communiquer avec cette partie de moi qui continue à faire son travail de récapitulation, comme le conseille Don Juan à Castaneda. C'est le travail qui consiste à revoir toutes les personnes avec lesquelles nous nous sommes trouvés en contact d'une manière ou d'une autre, et à défaire les attaches qui nous maintiennent liés à ces personnes. Nous pratiquons beaucoup ce travail au collège, et je comprends maintenant la nécessité vitale de se lâcher prise. Transformer les attachements, ressentiments, attentes en acceptation totale que l'on nomme aussi pardon. Ma situation d'urgence dans le tunnel accélère ma participation à ce travail d'acceptation. Mais il faut que j'aille de l'avant. Je ne peux pas rester coincé ainsi dans ce tunnel. Je dessine beaucoup au pastel les diverses qualités de lumière que je traverse. Je ne peux m'empêcher de penser à certains peintres impressionnistes et à leur obsession de la lumière. Vincent van Gogh est passé dans ce tunnel, n'en doutons pas. Mais avait-il su garder dans sa main le fil d'Ariane? Il était si seul dans sa quête. S'est-il trouvé ou s'est-il perdu? Je décide à mon tour de peindre cette lumière qui me fait si peur. Si je pousse la lumière à son point total, je n'ai plus sur la feuille que le blanc d'origine. L'intensité de la totalité se transforme en vide. Je ressens à l'intérieur de moi cette lumière totalement blanche. Elle n'est plus aveuglante, car elle vient maintenant du centre de mon être. Mais son intensité, je ne peux la rendre sur le papier. Le seul signe que je puisse manifester pour exprimer sa force est un point jaune au milieu de l'immense feuille blanche. Que montrer d'autre? Ce point jaune change tout. Il donne au blanc sa pleine mesure et m'en rapproche. Grâce à ce point jaune, je retourne dans le tunnel et suis prête à avancer maintenant. La lumière est devant moi, mais je réalise qu'elle m'a pénétré comme si j'étais devenue transparente, comme si je l'avais absorbée dans ma propre substance. Je ne crée plus dans mon corps de limites,
de résistance à sa pénétration. Toutes mes cellules vibrent et résonnent presque comme si une lumière était un son. Ça y est, je suis prête à m'engager dans cet espace, à passer dans cet océan inconnu. Aussitôt que je formule cette acceptation dans mes pensées, je me sens transporté à travers cet espace de lumière en m'en imprégnant totalement. De même que mon entrée dans l'obscurité du tunnel avait immédiatement créé un halo que je ne pouvais distinguer lorsque j'étais hors du tunnel, je me mets à voir maintenant les parois d'un autre tunnel très similaire. Cependant, cette fois, la lumière ne vient pas du bout du tunnel, mais de moi-même. Les parois brillent d'une lumière jaune dorée qui émane de moi. Je suis une grosse torche vivante. Je me remets à marcher, regardant loin devant moi. Le tunnel s'allonge encore sur une très longue distance, car je n'en perçois pas le bout. Je vois une silhouette qui se profile au loin. C'est le guide indien que j'ai rencontré dans la vision que je raconte plus loin, lors de mon second séjour à Santa Fe. Il fait signe qu'il souhaite me parler. Bienvenue. Bienvenue, Maude, dans la roue de médecine. Tu es entrée à l'ouest, dans le gîte de l'ours qui se retire à l'automne pour passer l'hiver dans le noir et plonger au plus profond de lui-même, dans un sommeil qui le maintient en vie. Tu as vaincu ta peur du noir, de l'ombre. Tu as continué à marcher devant toi, sans savoir où te menait ce chemin. Tu es allé jusqu'au centre de la roue, là où convergent toutes les directions, là où la 5e direction, celle de la terre-mère, et la 6e direction, celle du soleil père, rencontrent les 4 directions du sud, ouest, nord et est. À ce point central, tu as fait l'expérience de la 7e direction, celle qui n'a pas d'orientation, celle qui est partout et nulle part. Maintenant, je vais t'aider à créer de nouvelles racines sur cette terre où tu vas continuer à vivre. Tu pourras enseigner ce que tu as appris dans la roue. Je serai avec toi pour orienter ta roue où que tu ailles. Continue maintenant ton chemin. Vivement impressionné par cette rencontre, je continue à marcher en me répétant ces mots qui n'ont pas grand sens pour moi. Je finis par distinguer une tache sombre au bout du tunnel. En me rapprochant, je finis par réaliser que cette tache est en fait un grand trou noir. C'est la fin du tunnel et il s'ouvre sur le ciel étoilé, ciel immense, éclairé par la lueur des milliers d'étoiles. Je contemple avec admiration cette voûte céleste, sombre et vivante. Mais voilà, je suis maintenant au bord de ce tunnel qui se termine là, brutalement, en plein ciel. Le spectacle est superbe, mais je ne vais pas être ainsi suspendu dans l'espace pour le reste de ma vie. Autant ma lumière personnelle éclairait l'espace confiné du tunnel, autant elle modifie en rien l'intensité sombre de la voûte cosmique. Là encore, je dois faire confiance, être patiente. J'ai toujours mon fil et je vais dessiner, peindre mon voyage dans cette autre réalité. Je représente le spectacle que je vois de l'intérieur du tunnel et je me sens un peu comme le petit prince, tout seul sur sa planète, regardant les univers autour de lui. Je me sens alors happé hors du tunnel.
Mon maître m'a prise à bras-le-corps et m'a emmené à l'extérieur pour regarder la sortie du tunnel. Je suis saisi de terreur de me sentir ainsi flotter dans l'espace. « N'aie pas peur, dit-il, et regarde l'entrée du tunnel. » À ma grande surprise, je vois un œuf à moitié sorti d'une sorte de tentacule. Ce que j'avais pris pour un tunnel était en fait le tentacule de la pieuvre cosmique. Elle m'avait absorbé jusque dans sa tête pour me ramener ensuite vers la Terre. Et me voilà en train de me voir comme un œuf en train d'être pondu. L'œuf est prêt maintenant à sortir et il glisse doucement hors du tentacule trompe qui s'est lentement posé sur la terre dans un paysage de douces collines. L'œuf s'enfonce tendrement dans une sorte de sable mouvant. Là, ses cellules se multiplient et il se transforme en embryon niché dans la terre nourricière. Je me laisse absorber avec un grand soupir dans la substance placentaire qui s'offre à moi. Je sais que je vais naître à nouveau, ou naître pour la première fois, consciente de mon origine cosmique, recréée par le grand soleil d'où je viens et par la terre qui me porte maintenant en son sein.